Bonjour à tous, c'est Lisa de Réflexion Partagée. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc cette vidéo, ça va être la deuxième partie de la vidéo que j'ai publiée il y a quelques jours. Enfin bref. Dans cette vidéo, je vais vous parler de la philosophie de Xi Jinping, si je peux dire ça comme ça, comment il a réussi à asseoir son pouvoir en Chine et comment il en est arrivé à devenir président à vie, donc à modifier la constitution pour devenir président à vie. Dans la première vidéo que j'ai faite sur ce thème, j'aborde la biographie de Xi Jinping. Donc si tu as envie de te renseigner sur la biographie de Xi Jinping avant d'enchaîner sur cette partie, tu peux aller voir la première vidéo que j'ai faite. Bref, rentrons dans le vif du sujet. Donc là, je vais vous parler des ambitions de Xi Jinping pour la Chine. Mais d'abord, je vais vous parler de comment il a réussi à asseoir son pouvoir une fois qu'il est devenu président. Donc Xi Jinping, il est arrivé au pouvoir en mars 2013 et il a été réélu en mars 2018. Je ne peux pas te parler de la philosophie de Xi Jinping et de comment il règne sans te parler de Mao. Alors comme je l'ai dit déjà dans la vidéo d'avant, Mao, il a eu une très forte influence sur Xi Jinping. C'est comme si c'était son père spirituel, si on peut dire ça comme ça. C'est-à-dire que là, dans la politique de Xi Jinping, on retrouve énormément d'aspects qu'il y avait dans la politique de Mao. Pour rappel, Mao était le président de la République populaire de Chine de 1943 jusqu'à sa mort en 1976. Donc si je dois te parler de Xi Jinping, je dois également te parler de Hu Jintao. Je suis désolée si je prononce mal, qui est son prédécesseur. Donc Hu Jintao a été président de la République populaire de Chine de 2002 à 2012. Pourquoi je dois te parler d'abord de Hu Jintao? Parce qu'il est clair qu'entre Hu Jintao et Xi Jinping, il y a un fossé énorme. Enfin, il y a quand même une énorme différence dans leur façon de gouverner, dans leur façon de voir les choses. Quand Hu Jintao est arrivé au pouvoir, la Chine était la deuxième économie mondiale. Avec Hu Jintao, il y a par exemple eu en 2007 le retour du droit à la propriété privée. Et il y a eu aussi un assouplissement du contrôle social. Donc avec le retour à la propriété privée et l'assouplissement du contrôle social, les citoyens ont commencé à vraiment prendre conscience de leurs droits. Et c'est là qu'il y a eu une distance qui s'est installée entre les citoyens chinois et l'État. C'est donc à ce moment-là que les organisations sociales et les associations de protection des droits civiques ont commencé à prospérer en Chine. Et aussi, il faut savoir qu'à cette époque, il y a eu plus ou moins le développement d'une tendance démocratique, si je peux dire ça comme ça. On voulait plus de démocratie au sein du parti. Donc le premier ministre de l'époque, Wen Jiabao, disait qu'il fallait qu'on aille vers plus de démocratie et que si on n'allait pas vers plus de démocratie, on allait retourner à l'époque de Mao, qu'on allait retourner donc à cette époque de la révolution culturelle. Petit rappel pour ceux qui ne savent pas ce qu'est la révolution culturelle. Donc la révolution culturelle, elle a débuté en 1966 sous Mao. Mao a développé un très fort culte de la personnalité durant cette période, et cela en contrôlant énormément les citoyens, en essayant de contrôler plus ou moins leurs idées et en les réprimant s'ils n'étaient pas d'accord avec lui. Donc le premier ministre de l'époque, Wen Jiabao, était clairement pour la démocratie. Xi Jinping arrive dans un contexte où on voulait plus de démocratie et où les idées révolutionnaires s'affaiblissaient. Il n'y avait plus autant cette envie de puissance du Parti communiste. Ça, c'est un problème pour Xi Jinping. Il faut rappeler que Xi Jinping est un enfant de la deuxième génération rouge. C'est-à-dire que c'est un enfant qui baigne dans le communisme depuis qu'il est tout petit. Son père, lui, travaillait pour Mao, avant d'être considéré comme traître, mais bref, il travaillait pour Mao. Et puis quand on prend connaissance du parcours de Xi Jinping, on peut très bien deviner pourquoi il fait partie de cette deuxième génération rouge, et pourquoi le communisme a une place si importante dans sa culture. Bref, Xi Jinping veut redonner sa légitimité au Parti communiste chinois. Il trouve tout simplement que le Parti communiste chinois a énormément perdu de sa force, et cela à cause de la démocratie. Donc ce nouveau président, en 2013, va avoir deux choix. Soit aller vers plus de démocratie, soit retourner aux anciennes méthodes comme à l'époque de Mao. Et bien sûr, il va choisir la deuxième solution. Pour lui, la démocratie est la cause de l'affaiblissement du Parti communiste. Donc forcément, pourquoi aller vers plus de démocratisation si ça va affaiblir le pouvoir? Il n'y a aucun intérêt. Forcément, Xi Jinping va se diriger vers les anciennes méthodes de Mao. C'est là qu'on voit qu'il y a une énorme rupture entre Xi Jinping et son prédécesseur Hu Jintao. Hu Jintao, lui, était un enfant du commun, alors que Xi Jinping, lui, c'est un enfant
opposants de la deuxième génération rouge et forcément ils baignent dans le communisme et c'est là qu'on voit qu'ils ont des idées totalement différentes. Xi Jinping prend énormément à cœur ce devoir de redonner sa légitimité au Parti communiste chinois. Xi Jinping veut donc placer la Chine dans une nouvelle ère marquée par la volonté de devenir plus fort. Pour rendre le Parti communiste plus fort, Xi Jinping va d'abord éliminer tous ses opposants et ça va passer par la lutte contre la corruption. Enfin, je dirais plutôt la lutte contre la corruption. Il va appeler cette lutte contre la corruption la chasse aux tigres et aux moucherons, comme Mao l'avait fait à son époque. Donc il va faire une refonte totale du parti et il va se servir de la lutte contre la corruption pour éliminer tous ses opposants. Il faut savoir qu'en Chine, la corruption est présente plus ou moins dans toutes les grandes familles, donc pour lui c'était assez simple d'accuser des membres du parti de corruption. T'avais forcément dans ta famille quelqu'un qui était corrompu en fait, enfin que tu le veuilles ou non. Du coup pour Xi Jinping ça a été très facile d'accuser des gens de son parti de corruption pour les évincer. Bien sûr il a totalement fermé les yeux sur ses proches et sur les membres de la deuxième génération rouge qui étaient au sein du parti et qui étaient accusés de corruption. Bref, ça a été vraiment une sorte d'épuration politique et il a pu garder autour de lui que les gens qu'il soutenait. Forcément, si Xi Jinping veut renforcer l'image du parti communiste, il faut également qu'il contrôle les citoyens. Il lui faut des citoyens dociles qui adhèrent au Parti communiste, forcément. Il a été impitoyable à l'égard des citoyens qui étaient opposés à lui et qu'il revendiquait haut et fort. Donc si tu es un citoyen chinois, que tu n'es pas d'accord avec Xi Jinping et que tu ne t'en caches pas, il y a de fortes chances que tu disparaisses mystérieusement. Xi Jinping se sert véritablement de la répression pour asseoir son pouvoir. Bref, en Chine, il n'est pas rare que des opposants au pouvoir se fassent arrêter ou disparaissent mystérieusement, mais il se trouve que depuis que Xi Jinping est au pouvoir, ces disparitions ont multiplié. Par exemple, en 2015, il y a eu une journée où plus de 200 personnes ont été interpellées. Il se trouve que c'était une opération coup de filet de la part des policiers, mais voilà, vous imaginez 200 personnes interpellées en une journée, quoi. En 2018, on a aussi découvert qu'il y avait un nouveau camp de rééducation ouvert au Xinjiang. Forcément, c'est un camp où il se passe pas des choses très drôles, quoi, hein, qu'on se le dise. Donc dans ce camp, on retrouve environ 1 million de Ouïghours et d'autres minorités. Alors les Ouïghours, c'est un peuple turcophone et musulman sunnite. Et en fait, dans ce camp, on exige qu'ils renoncent à l'islam. Xi Jinping, il a réussi à mettre en place des moyens pour lutter contre les personnalités dérangeantes. Il a réussi à faire passer sa volonté dans les lois et les citoyens doivent respecter ces lois. Et la Chine a également promulgué différents textes qui visent à réprimer les organisations de défense des droits civiques, par exemple, et toutes les organisations dans ce genre, quoi. Donc en contrôlant d'abord les membres du parti mais aussi la population, Xi Jinping a vraiment réussi à asseoir son pouvoir. Donc maintenant j'ai vraiment abordé l'aspect idéologique chez Xi Jinping, même si j'imagine qu'avec tout ce que j'ai dit, déjà vous devez vous faire une idée. En 2013, on retrouve un document qui était plus ou moins confidentiel et qui s'appelle le document numéro 9. Dans ce document, on retrouve clairement la pensée de Xi Jinping. Et il y désigne les 7 idées occidentales les plus dangereuses pour la Chine. Donc on peut y retrouver la démocratie, les valeurs universelles des droits de l'homme ou encore la liberté de la presse. Pour lui, l'Occident est clairement un danger. Il y a plusieurs raisons qui poussent Xi Jinping à considérer l'Occident comme un danger. Moi, je vais vous en donner une. La Chine a vécu une série de défaites et d'humiliations, notamment avec les guerres de l'opium. Il y en a eu deux. Il y en a eu une de 1839 à 1842 et une de 1856 à 1860. La Chine a perdu ces deux guerres, donc elle a dû signer des traités inégaux. La première guerre de l'opium opposait le Royaume-Uni à la Chine. Pendant la seconde guerre de l'opium, on a eu la France, la Russie et les États-Unis qui se sont joints au Royaume-Uni. C'est comme ça que la Chine a perdu des territoires stratégiques tels que Hong Kong. D'autres pays occidentaux l'ont aussi forcé à s'ouvrir au commerce. Donc voilà, Xi Jinping considère l'Occident comme un ennemi et les pays occidentaux ne sont pas un modèle à suivre. Pour lui, la démocratie n'est pas un modèle à suivre. C'est pour ça que Xi Jinping veut consolider son idéologie qui a entre autres pour but de montrer aux pays occidentaux qu'il peut très bien faire prospérer la Chine sans suivre leur modèle. Comment peut-on résumer l'idéologie de Xi Jinping ? La Chine peut très bien devenir forte sans suivre le modèle des démocraties occidentales, donc telles que la France ou les États-Unis ou le Royaume-Uni. Pour devenir forte, la Chine a besoin d'un parti communiste fort. C'est là qu'on voit clairement l'héritage de Mao dans sa pensée. Encore une fois, on ne peut pas parler de Xi Jinping sans parler de Mao, parce que Mao a vraiment eu une énorme influence sur Xi Jinping. Pour Xi Jinping, la puissance de la Chine commence avec Mao et va arriver à son point culminant avec lui-même. Donc
Donc il se présente vraiment comme l'héritier de Mao, comme la personne qui va reprendre le flambeau de Mao. Pour Xi Jinping, les progrès sociaux viennent après la stabilité, sachant que la stabilité va être permise grâce au totalitarisme et pas grâce à la démocratie. C'est dans ce contexte que l'an dernier, Xi Jinping a modifié la constitution pour devenir président à vie. Xi Jinping a vraiment réussi à asseoir son pouvoir en contrôlant son parti, en contrôlant la population et en développant une idéologie forte. Xi Jinping veut vraiment se présenter en prophète, il veut montrer qu'il est l'homme de la situation et qu'il va porter la Chine au sommet. Il a donc réussi à asseoir son pouvoir en contrôlant la population, en contrôlant son parti et en allant donc à contresens de toutes ces idées occidentales, la démocratie, la liberté des droits de l'homme, la liberté de la presse, etc., etc. Moi, en tout cas, je me demande comment les Chinois vivent ça, s'ils trouvent ça normal, s'ils sont habitués. Enfin, après, peut-être qu'ils sont habitués et que c'est un système qui leur convient, mais voilà, on peut vraiment se poser la question. Est-ce que les Chinois voient Xi Jinping comme l'homme de la situation ou est-ce qu'il commence à se révolter? Est-ce que cette situation convient aux citoyens chinois? Là actuellement il y a un énorme système de vidéosurveillance qui est en train d'être mis en place en Chine, ce qui fait que les Chinois vont être surveillés absolument partout. Il y a des caméras à tous les coins de rue. En Chine il y a même un système de notation sociale, c'est-à-dire que si tu es un citoyen chinois tu vas être surveillé et suivant tes bonnes et tes mauvaises actions tu vas recevoir une note. Si tu vantes les mérites du parti sur les réseaux sociaux, tu auras des points en plus. Alors que si au contraire tu fais une mauvaise action ou que tu montres clairement que tu es contre le parti, bah tu auras une moins bonne note. Et en gros, en fonction de ces notes, tu peux être pénalisé. C'est-à-dire que si tu as une mauvaise note et que tu vas acheter un billet d'avion pour aller à l'étranger, tu ne peux pas. C'est vraiment un système qui pose la question de la liberté des citoyens chinois. Voilà, donc cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu et j'espère que ça a été assez clair, que vous avez réussi à plus ou moins comprendre la philosophie de Xi Jinping et aussi quelle est la situation actuelle en Chine. Je vous invite à suivre Réflexion partagée sur les réseaux sociaux si vous voulez être informé donc de tout ce qu'on prévoit. Et du coup, je vous dis à la prochaine!